Bienvenue sur e-radio et e-TV. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Espace Politique qui reçoit aujourd'hui Habib Ndao de la coalition Benno Bokk Yakaar. Bonjour, Monsieur Habib Ndao. Bonjour, Antoine. Et Mamadou Lamine Dianté de la coalition Madické Présent. Bonjour, Mamadou Lamine. Bonjour, Antoine. Alors, Habib Ndao, nous sommes à 5 jours du grand jour. Le 24 février, les Sénégalais sont appelés aux urnes. Ils vont élire un nouveau président de la République. Comment vous vivez ces derniers instants de la campagne électorale? Je vous remercie. Je commence par féliciter l'ensemble des militants qui se sont mobilisés en masse partout où le président est passé. Et j'en profite aussi pour féliciter le président, Monsieur le Président de la République, d'avoir fait des réalisations concrètes qui nous permettent, nous, membres de la cellule de communication de Benno Bokk Yakaar et de la majorité présidentielle, d'en parler à l'aise sur les plateaux. Le bilan et le programme. Parce que votre bilan est élogieux. Il est élogieux, mais il est élogieux à double titre. D'abord, il faut connaître l'état de la nation en 2012 quand on arrivait. On a trouvé donc un pays bloqué, tous les agrégats étaient au rouge. Et nous avons déployé des efforts immenses pour non seulement enlever les gouttons d'étranglement, mais en plus mettre le pays sur une rampe crédible. Crédible vis-à-vis d'abord des Sénégalais et vis-à-vis des bailleurs de fonds. C'est pourquoi nous avons eu le maximum de financement à notre politique économique et à l'aise, parce que la signature étant bonne. Les projets qu'on a proposés, c'est des projets structurants, des projets robustes, bancables. Je répète le mot du président de la Banque africaine de développement. C'est son mot lors du conseil consultatif. Et tout cela, c'est des efforts qui ont été fournis. Malheureusement, les primo-votants ne sont pas au courant de ce qui s'est passé avec l'ancien régime. Oui, bon. Vous décrivez un Sénégal comme étant un pays en très bon état. C'est pas ce que dit l'opposition. Le pays... Tout était à refaire. Nous avons un pays où l'électricité était approvisionnée à hauteur de 922 heures, avec 922 heures de coupure, une croissance plombée à 1,7%, un déficit budgétaire de 6,8%. Bon, ça ne parle pas aux primo-votants, mais avec une université surpeuplée, une fonction publique dont on ne connaissait pas l'effectif, avec des dépassements budgétaires, avec une tension de trésorerie permanente, une baisse de la crédibilité du pays vis-à-vis de l'extérieur, non seulement sur le plan diplomatique, mais sur le plan même des bailleurs de fonds, n'avaient pas vu au Sénégal comme un pays étant stable, donc les investisseurs ne venaient plus. Et parce qu'il y avait une gestion plus ou moins, un aventurisme économique, une gestion plus ou moins, je ne parlerai pas de gabégique, mais avec aucune cohérence. Nous avons commencé par assainir, quand le président Macky Sall est venu, il a commencé par assainir les finances publiques. En quoi faisant? D'abord, en essayant d'introduire la biométrie pour connaître le nombre de fonctionnaires, parce que en 2011, les fonctionnaires, c'était 91 000 fonctionnaires, mais c'était plus qui percevaient leur salaire. Il a rationalisé les bourses, rationalisé les factures d'eau, d'électricité de l'État. Donc tout le fonctionnement, la compensation tarifaire qui jadis était de 162 milliards, que le budget qu'on prélevait sur le budget pour pouvoir aider la Sénélec à ne pas augmenter les tarifs ou à ne pas répercuter les tarifs sur les consommateurs. Oui. Nous avons aussi à ce niveau assaini l'ensemble de toutes les dépenses de fonctionnement. Et ça, c'était la première phase. La deuxième phase, c'était entrer dans des réformes structurelles et consolidantes, oui, pour pouvoir enclencher une économie saine et avec des fondamentaux solides. On est allé ensuite avec des filets sociaux, parce que nous sommes dans Benno Bokk Yakaar. Oui. Il y a des socialistes, même si nous, on est libéral, les socialistes sont restés dans Benno Bokk Yakaar à cause des filets sociaux que le président Macky Sall a introduits. Oui. Après ces filets sociaux,
nous sommes allés maintenant au Club de Paris. Oui. Donc les réformes, j'ai parlé des réformes cadastres, réformes minières, etc. Oui. L'ensemble des réformes sur l'entrée à l'ITIE pour qu'il y ait une plus grande, un grand recouvrement des créances que nous avons, enfin de l'argent que nous avons sur les sociétés minières. Nous avons introduit le recouvrement des créances qui étaient spoliées par l'ancien régime, etc. Bref, on est allé au Club de Paris. Oui, et très bien. Vous avez obtenu ce que vous avez obtenu. Ouais, bon, alors, Mamadou Lamine Dianté, vous avez déjà battu campagne durant 16 jours, il reste 5 jours. Quel est l'état d'optimisme pour votre candidat Madické Niang? Merci Antoine. J'en profite pour saluer respectueusement les auditrices et auditeurs de e-radio, la radio ici et ailleurs. Saluer mon co-débatteur M. Ndao, qui représente le président Macky Sall. Nous, notre candidat, Maître Madické Niang, qui est le choix qui rassure, je crois qu'il a fait une campagne exceptionnelle. C'était un peu l'invité surprise de cette élection présidentielle, mais quand même je crois que il a fait une campagne qui a fait que de jour en jour sa cote de popularité ne cesse de grimper. Oui. Au point que beaucoup de Sénégalais aujourd'hui, dès qu'ils ratent son temps d'antenne au journal de la campagne, ne sont plus motivés pour suivre le reste, parce qu'en réalité il a réussi à donner à la politique au Sénégal un visage beaucoup plus humain. Et tout en dépassionnant la situation, ça aussi il faut lui reconnaître. Tout à fait. Et qu'est-ce qui fait que Madické Niang est en train de faire une campagne exceptionnelle, au-delà de cet aspect qu'on peut même dire à la limite, bon, peut-être pas négligeable, mais moins important que les autres aspects, ce qu'il propose aux Sénégalais, je veux dire. Oui, en fait, je crois que sa campagne reflète parfaitement le projet de société qu'il a proposé aux Sénégalais, qui s'appelle Jàmm ak Xéwal, la paix et la prospérité. C'est un homme de paix, ça tout le monde le sait. Il a joué un grand rôle dans la médiation sociale au Sénégal entre politique et pouvoir religieux. Il est en fait un homme de consensus également. Moi, je ne lui connais aucun ennemi au Sénégal. Madické, c'est un homme d'expérience. C'est un homme d'expérience qui a vraiment eu à faire 10 ans de gouvernement avec 6 ministères techniques et 2 ministères de souveraineté. Sa carrière en tant qu'avocat, je crois que ça tout le monde le reconnaît. Mais dans son programme, il a proposé des réformes en profondeur. Parce que le projet de société Jàmm ak Xéwal est bâti autour d'une triptyque. C'est justice, travail et équité. Alors, en considérant que les jeunes et les femmes constitueront le fer de lance de son action politique une fois élu à la tête du Sénégal. Ce qui est clair, c'est que nous sommes plus qu'optimistes, parce que, comme nous l'avons dit, évidemment, nous n'avons pas une conglomération ou un conglomérat de leaders. Nous avons préféré travailler avec la base. Aujourd'hui, il y a plusieurs coalitions que nous avons en face, dans lesquelles on trouve des leaders, mais dont la plupart des bases se retrouvent dans notre coalition. Et je crois que ça aussi, ça fait la force de Madické. L'autre élément, c'est que c'est ça qui nous rend beaucoup plus optimistes, parce que les Sénégalais en ont marre un peu avec une certaine forme de politicienne. Lui, en réalité, ce n'est pas un politicien de carrière. Ça, tout le monde le sait. Il n'a pas... Il est quand même au PDS, il est responsable dans sa localité. On l'a quand même vu faire de la politique et siéger au comité directeur du PDS. Oui, il a siégé Qu'est-ce qui va le différencier des autres acteurs? Il a commencé à siéger au comité directeur du PDS en 2008, d'après mes connaissances, alors qu'il a un long compagnonnage avec Abdoulaye Wade. Donc, c'est pour dire aujourd'hui, même sur le terrain, les gens reconnaissent que ce n'est pas un politicien comme les autres. Donc, nous considérons aujourd'hui que sa candidature n'étant pas portée par un parti politique, évidemment, il n'aura pas les mains liées une fois élu président de la République. Parce qu'en réalité, il n'est même pas à la tête d'une coalition, c'est le candidat d'une coalition. Donc, il est clair qu'une fois président de la République, Madické Niang ne sera pas président d'un parti politique, encore moins président d'une coalition de partis. Donc, il a la possibilité aujourd'hui de dépolitiser l'administration sénégalaise, de dépolitiser évidemment certaines fonctions
qui sont incompatibles avec l'exercice de l'appartenance politique partisane. Oui. Et je crois que si on va un peu en profondeur, on pourra expliquer un peu quelles sont les réformes que mais alors, Habib Ndao a décrit le Sénégal comme étant un pays, j'allais même dire un champion, avec toutes ces réformes, avec tous les actes que Macky Sall a posés. Qu'est-ce que vous dites de ce bilan de Macky Sall, comme il l'a si bien présenté? Oui, mais je crois que il faut pas se tromper d'analyse. En réalité, Macky Sall, candidat en 2012, a proposé aux Sénégalais un programme qu'il a appelé Yoonu Yokkute, qui a disparu. Après, en parlant maintenant de plan Sénégal émergent, nous considérons d'ailleurs que le plan Sénégal émergent n'est pas une vision, parce que ça a été le fruit de la production d'un cabinet étranger qui l'a payé, comme il en existe le plan Gabon émergent, le plan Côte d'Ivoire émergent, etc. Donc, qui lui a peut-être indiqué la direction à suivre, en termes de vision. Mais on doit pouvoir être d'accord que ce n'est pas une vision du président de la République, mais ça a été une commande qu'il a faite, que les gens lui ont proposé comme politique à conduire. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que oui, en 2012, on avait trouvé une croissance de 1,6%. Ça, on comprend. En 2012, dès juin 2011, le Sénégal était dans une instabilité qui ne permettait pas à l'économie de pouvoir se relancer. Donc, 2012 n'est pas un bon repère, à notre avis. Ensuite, vous savez, je crois que la question universitaire, Macky Sall a contribué aujourd'hui à plonger l'université dans une situation catastrophique. C'est sous Macky Sall qu'on a vu des abris provisoires à l'université, avec des chapiteaux dans lesquels les étudiants étouffent pour pouvoir suivre les cours, encore moins suivre des évaluations. C'est sous Macky Sall que la contribution de l'étudiant et des ménages a flambé avec les droits d'inscription. Ce qui est clair, c'est qu'il a eu à commanditer la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, qui a produit des recommandations d'une importance capitale, mais toutes ces réformes-là ne l'intéressaient pas. Ce qui l'intéressait, c'était davantage soutirer des fonds aux ménages pour pouvoir conduire une certaine politique au niveau de l'université. L'université virtuelle qui a été créée ne permet pas aux étudiants de suivre une bonne formation. Souvent, donc, leur avenir est totalement hypothéqué, alors que de l'autre côté, on leur soutire de l'argent en termes de frais d'inscription. Je crois que ça, les étudiants, je ne parle pas également des étudiants du privé, qu'il a orienté au privé, et c'est la responsabilité qui est engagée à ce niveau-là, parce que nous, on savait tous que, nous, quand on était à l'université, l'orientation relevait des prérogatives des facultés, mais quand le ministre de l'éducation, le ministre de l'enseignement supérieur se substitue aux universités pour vouloir lui-même faire des orientations, et on ne sait pas les dessous de cette option-là, c'est clair qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui vont rester laissés en rade, et la solution de leur inscription dans le privé alors que ça ne suit pas, je crois que c'est quand même de la poudre aux yeux. Ce que nous retenons du bilan de président Macky Sall, c'est qu'en réalité, nous n'avons pas vu un projet qui a pu aboutir sous Macky Sall, en dehors de tous les projets qui ont été le fruit de financement du partenariat public-privé. Il avait proposé une autosuffisance alimentaire en 2017. Rien de tout cela n'a été fait. Il avait proposé le retrait des enfants de la rue. Aujourd'hui, à tout bout de champ, on rencontre les enfants dans la rue. Il avait proposé l'élimination des chaussées plastiques. Il y en a beaucoup plus actuellement qu'avant la proposition de la loi. Il avait proposé la réduction du coût du loyer. Je crois que nous autres locataires, nous en souffrons davantage qu'avant la loi. Bon, nous ne comprenons pas comment on peut dire chercher à se glorifier du bilan de Macky Sall qui est catastrophique pour le Sénégal. Merci Mamadou Lamine Dianté. Habib Ndao, Macky Sall, champion des promesses non tenues, comme il l'a dit. L'essentiel, vous savez, quand il y a un tableau sur lequel il y a 10 opérations mathématiques, vous trouvez les 9 opérations, la 10e opération, elle est fausse. Les gens ont une tendance à avoir une fixation sur là où ça ne va pas. C'est comme ça que vous présentez le bilan de votre candidat. Exactement, parce que je vous ai expliqué les efforts qui ont été fournis, et il a parlé tout à l'heure de l'inadéquation entre les promesses et les réalisations. L'ensemble, la majeure partie des promesses
du président Macky Sall quand il était candidat. Parce que nous, quand il était candidat, on n'est pas allé voir les populations en leur disant que le président Macky Sall était un messie ou était un prophète. C'était un être humain. C'est un être humain et une œuvre humaine n'est jamais parfaite. On a commencé à dérouler sur des bases tout à fait saines qui ont produit des résultats sur lesquels qu'on peut toucher du doigt. Des résultats concrets. Si on prend Dakar, par exemple, l'agglomération de Dakar, nous avons constaté qu'il y avait un problème de mobilité. Nous avons commencé à mettre le TER. Les gens, ils ont dit que c'était très cher, 656 milliards. Alors que d'ici 2025, l'agglomération dakaroise, il y aura plus de 20 millions de personnes qui vont se déplacer et qui auront besoin évidemment d'une déconcentration de la capitale. Le TER, le train bleu actuel prend 15 000 personnes par jour. Le petit train de banlieue. Le petit train de banlieue. Le TER va amener 115 000 personnes. Ça va désengorger Dakar. Et quand on est venu le voir sur le problème des loyers, qu'il mentionne, il dit que la baisse des loyers, ça a été un échec. Le président Macky Sall a voulu, avec le TER et avec la construction des logements sociaux à Diamniadio, impacter sur l'offre foncière, l'offre de disponibilité pour une baisse des prix des loyers. Oui. Parce qu'il n'était pas lui-même satisfait quand on lui demandait de légiférer pour la baisse des loyers. Il a dit non, je vais trouver mieux, je vais tirer la ville vers Diamniadio en donnant des facilités fiscales et douanières à tout promoteur qui aimerait mettre des immeubles au niveau de Diamniadio avec la conditionnalité 20% de ces immeubles doivent être des immeubles sociaux, des logements sociaux. Ça va participer à la baisse de la pression foncière sur Dakar et toutes les routes traversées, enfin toutes les zones traversées par le TER, il va y avoir une valorisation du foncier. Ça c'est un package en ce qui concerne, qui pousse à faire baisser le prix du loyer auquel vous avez mentionné. Dans son programme, parce que le bilan, il est là, réalisable. Mais dans le programme, il y a 3 initiatives qui vont toujours concerner Dakar, où sont concentrés presque 80% des problèmes du Sénégal. Lesquels? Les problèmes de mobilité, les problèmes de l'environnement, du cadre de vie. Dans son programme, les 3 initiatives, c'est zéro bidonville, zéro déchet, c'est-à-dire il a mentionné les sachets plastiques que le président Macky Sall n'a pas pu résoudre durant son premier septennat. Oui, pour ça, quand même, il y a encore des efforts à faire, d'énormes efforts par rapport à l'insalubrité de Dakar, exact. Par rapport au bidonville. Vous l'avez entendu, il a dit qu'il faut qu'on arrête de transformer Dakar en soupe à ciel ouvert. Et c'est justement c'est ça qui pousse l'opportunité pour les 3 initiatives qui viennent en complément du programme. Oui, une critique que j'entends très souvent, ou bien si vous voulez, je vous laisse terminer sur ce point, en attendant de revenir, terminer sur ce point précis. Voilà, les critiques qui ont été formulées à l'encontre de toutes ces mesures qu'il a prises, c'est que c'est des mesures, les gens, ils sortent les mesures du contexte. Quand vous dites, par exemple, SICAD, le centre Abdou Diouf, c'est pas opportun de construire un centre Abdou Diouf. Vous n'avez pas tort. Mais en fait, si vous l'intégrez dans le grand package de l'ensemble de là où veut en venir le président Macky Sall, là, il devient important. Ça montre la cohérence de la politique économique du président dans son ensemble. C'est-à-dire, il ne fait pas du Johnny. Vous embrayez sur ma question justement, une critique, le PSE, une commande, comme il l'a dit tout à l'heure, qui ne traduit pas la vision du président Macky Sall. Est-ce que cela ne conforte pas certains qui pensent que nous sommes encore sous le joug de l'Occident? Je vais battre en brèche justement cette perception qui est une fausse perception. Si on prend Diamniadio, il n'y a aucune entreprise française à Diamniadio. Dakar Arena, c'est les Chinois. Si vous prenez SICAD, c'est les Turcs. Si vous prenez l'achèvement de la IBD, c'est les Turcs. La seule chose que détient la France
au niveau de l'AIBD, c'est uniquement la gestion de la boutique au sein de l'enceinte de l'AIBD. Si vous prenez les gros porteurs, le centre industriel, vous prenez les sphères ministérielles, c'est Yerim Sow. Vous prenez par exemple, en dehors de Diamniadio, vous prenez les projets majeurs, phares du président Macky Sall, la France est absente. Vous prenez le pont de l'émergence, c'est Aliou Sow. Vous prenez le pont de Farafenni, c'est Arexis. C'était une société espagnole à qui la Gambie avait confié la construction de ce pont. Le président Macky Sall s'est battu pour que Arexis construise le pont en étant garant auprès de la Banque africaine de développement à hauteur de 45 millions d'unités de compte, c'est-à-dire 50 milliards, pour la construction de ce pont. Si maintenant vous prenez les dragages du port de Kaolack, c'est des Coréens. Donc, c'est une mauvaise perception qui est là et qui fait partie justement de la pollution qu'introduit l'opposition, pour ne pas parler du bilan. Très bien. Maud Lamine Dianté, c'est vrai que vous avez dit que Macky Sall a promis ceci, il l'a pas fait, il a promis cela, il l'a pas fait. Et toutes ces réalisations dont parle Habib Ndao, qu'est-ce que vous en dites? Mais Antoine, vous conviendrez avec moi qu'il m'a conforté dans ma position que sur la question de la loi sur la baisse du loyer, c'est un échec. Lui-même, il l'avait prévu, c'est pourquoi il avait demandé de construire des logements sociaux en dehors de la capitale, de tirer la capitale vers le centre pour qu'il y ait moins de pression sur la demande en loyer. Que Dakar soit décongestionné, que le loyer soit moins cher. Moins cher. Oui. Donc ça a été un échec. Alors vous savez, tout comme il n'a pas répondu sur la promesse d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Je vais y répondre. En 2017. On y reviendra quand vous aurez la parole. Quand on va dans l'internet, on y trouve des chiffres qui parfois ne correspondent à aucune réalité. Mais la réalité sur le terrain, c'est ça. Aujourd'hui, si on regarde la quantité de riz qui est importée chaque année, ça montre que nous sommes loin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Je crois que ce que nous retenons des 7 ans du président Macky Sall, c'est que c'était 7 ans de campagne électorale permanente, où il a fait des tournées soi-disant économiques, où des conseils de ministres délocalisés, où des tonnes et des quintaux de promesses ont été faites aux populations qui n'ont absolument rien vu, parce que tout ça c'était pour marquer sa présence de façon permanente au niveau donc de l'opinion nationale, parce qu'en réalité il est obsédé par un second mandat. Mais je crois que tout cela va se retourner contre lui. Ce que nous retenons également, c'est que hier j'ai discuté avec un député qui m'a dit que quand Macky Sall a été élu président de la République au mois d'avril, le premier décret d'avance qu'il a pris, c'était pour s'octroyer 8 milliards pour sa caisse noire. Et il est revenu par le biais d'une loi de finances rectificative pour demander encore à l'Assemblée nationale 2 milliards 600. Tout à fait légal. Voilà. Donc je crois qu'après avoir fait le tour du Sénégal pendant, comme il l'a dit, 2 ans, il a vu les difficultés dans lesquelles les populations étaient plongées. La sagesse aurait voulu qu'il songeât d'abord à ces populations avant de songer à son confort personnel. Ça veut dire que vous pensez qu'il devait supprimer la caisse noire, ou bien on devait réduire le montant? C'est ça votre pensée? Oui, quand il arrive à la magistrature suprême, après avoir fréquenté les populations sénégalaises et vu les difficultés dans lesquelles ces populations étaient plongées, avant de penser à son confort personnel, il aurait dû penser d'abord à ses populations. En faisant quoi? En faisant en sorte que s'il y avait de l'argent qui était disponible, comment faire pour que d'abord on puisse soulager les populations. Et vous, par rapport justement à cette caisse noire? Oui, vous savez, nous considérons que... Qu'est-ce que vous allez faire si ce vous que nous allons faire, oui. Nous n'avons pas parlé comme les autres, parce que nous ne versons pas dans la démagogie. Nous n'avons pas parlé comme les autres de suppression des fonds politiques. Oui. Du président de l'Assemblée nationale, du président de la République, etc. Mais ce que nous disons, c'est que tous les budgets qui sont alloués à quelque institution que ce soit doivent faire l'objet de débats publics à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de fonds qui puissent échapper à des débats publics et à un contrôle de l'Assemblée nationale sur ces fonds-là. Et à partir de ce moment-là, quel que soit le président qui sera là, mais vous saurez qu'il y a une utilisation qu'il faudra faire. Une traçabilité pour les fonds politiques. Oui. Et nous avons considéré que même au niveau de la justice, les fonds qui vont être alloués au pouvoir judiciaire
que nous considérons qu'ils doivent être renforcés pour que la justice puisse bénéficier d'une indépendance comme tant souhaité par l'UMS elle-même, que nous puissions aller dans le sens non seulement de lui, sur le plan administratif, de lui doter toute l'indépendance requise, mais également sur le plan financier également, ou sur le plan budgétaire, qu'elle ne doit pas dépendre autant pour moi au ministère de la justice, de l'économie ou au trésor. Alors c'est pourquoi donc nous considérons que sur la politique ou les réalisations, parce que vous me demandiez cela, je crois que si on doit payer près de 1000 milliards, parce qu'en réalité les chiffres vont dans tous les sens concernant le coût du TER, uniquement pour pouvoir permettre la baisse des loyers aux Dakarois, vraiment je crois que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Aujourd'hui, le réseau routier est vraiment défectueux à l'intérieur du pays. Le rail doit être réhabilité, n'est-ce pas, pour pouvoir désenclaver les localités et permettre une meilleure circulation des personnes et des produits qui sont issus soit de l'agriculture ou du maraîchage pour pouvoir approvisionner la totalité du territoire sénégalais. Il y avait quand même une opportunité meilleure que celle qui a été faite. Mais ce que M. Ndao et les partisans de Macky Sall ne disent pas, c'est que le TER n'a pas été une commande du gouvernement sénégalais. Si on voit un peu comment ça a été fait, c'est une commande de la France, parce qu'en réalité il y avait une société là qu'il fallait sauver. Et comme nous avons élu un président qui finalement a accepté d'être un peu sous le joug de l'étranger, notamment de la France. Donc il est devenu un béni oui-oui de ces gens-là. Moi j'ai été totalement sidéré quand j'ai entendu Macky Sall dire à la radio que Erdogan m'a appelé. C'était justement concernant la question de Yavuz Selim. Je me dis, mais les Sénégalais n'ont pas élu Erdogan. Et de quel droit Erdogan se permet-il de donner des instructions à notre président de la République pour fermer une école qui était quand même un fleuron du système éducatif sénégalais. Donc je crois que ça c'est des illustrations qui ont fini de décevoir le peuple sénégalais par rapport à Macky. Maintenant, je crois que sur la question de Diamniadio, il a bien dit d'ailleurs dans ses propos, aujourd'hui la spéculation foncière est extraordinaire à Diamniadio. Si c'est parce que on a réalisé le pôle urbain de Diamniadio pour donner plus de valeur aux terres qui sont à Diamniadio, il est clair que dans ces conditions-là, ce n'est pas en habitant à Diamniadio qu'on va baisser le coût du loyer, le prix du loyer. Et puis vouloir décongestionner Dakar pour créer une nouvelle ville à Diamniadio, nous considérons que c'est pas stratégique. On aurait pu aller un peu plus loin. Je crois qu'Abdoulaye Wade avait proposé une ville vers Pékesse. Bon, là au moins on pourrait parler de décongestionnement. Mais aujourd'hui, à part les chantiers, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de nous en ce qui nous concerne dans le secteur de l'éducation. Depuis quand parle-t-on de l'université Amadou Mahtar Mbow? Jusqu'à présent, le chantier n'avance pas. Il paraît d'ailleurs qu'aux dernières informations qu'on a retiré le marché à l'entreprise qui était là pour changer encore. Et ce qu'il faudra retenir également, c'est qu'il a cité un certain nombre d'entreprises, mais on n'a pas entendu les entreprises sénégalaises. Il a parlé des Chinois, des Turcs, de la France, en donnant une portion congrue à la France, mais tout le monde sait qu'aujourd'hui c'est la France qui gagne la plupart des marchés et le privé national est réduit à sa simple expression. Très bien. Habib Ndao, justement, quelques précisions concernant l'autosuffisance. Henri, la baisse du loyer, il dit que c'est regrettable que ce soit Dakar seulement qui est concerné. Je pense que vous avez aussi des précisions à faire par rapport à ces deux points et les autres points qu'il a. Exact. Concernant l'autosuffisance alimentaire, c'est un idéal. Depuis l'indépendance, on parle de sécurité alimentaire et c'est le président Macky Sall qui a dit qu'on va aller au-delà de sécurité alimentaire, mais de l'autosuffisance alimentaire. En quoi faisant? Parce que, encore une fois, pour vous montrer la cohérence de sa politique économique, prenons le cas du riz. On est passé de 500 000 tonnes quand le président Macky Sall est arrivé. Encore des chiffres? Non, je vais vous expliquer, à 1 600 000 tonnes. Donc de 500 000 à 1 600 000 tonnes. Des chiffres qui ont été audités par une commission composée de SILS, de la FAO et du
PAM, du Programme alimentaire mondial. C'est des chiffres, avant d'être officiels, c'est confirmé, vérifié et confirmé par ces 3 agences et le gouvernement du Sénégal. Ce qui fait qu'on a réellement eu 1 600 000 tonnes de riz paddy, parti de 500 000 à 1 600 000 tonnes. Entre 2012 et 2018 et 2017. Oui. Et je vous dis, c'est pas par un coup de baguette magique. C'est toute une politique agricole derrière. Quelle est cette politique agricole? Le président Macky Sall, quand il est venu, il a dit on va faire une politique fluviale, une culture fluviale, une culture pluviale, l'irrigation. À cela, j'ajoute la mécanisation et l'emblavement des sols, c'est-à-dire le phosphatage des sols. Mais avant cela, il voulait relancer les producteurs agricoles du Nord. Aller dans le Nord. Peut-être si vous êtes à Dakar, vous pouvez mettre en doute ce que je vous dis, parce que c'est des choses sur lesquelles vous pouvez mettre le doigt. Les producteurs de la vallée avaient des dettes vis-à-vis de la Caisse nationale de crédit agricole. Toutes ces dettes ont été épongées pour leur donner un peu d'oxygène et retourner. C'est pourquoi actuellement, on a beaucoup de production locale et la consommation monte crescendo. Parce que même si vous allez dans les supermarchés modernes, vous retrouvez l'emballage, la granologie, tout a été étudié pour que le riz local soit consommé. Il va y avoir d'autres impacts sur les recettes fiscales naturellement, parce que ça va baisser le riz importé, ce qui fait que les recettes douanières vont baisser à ce niveau. Maintenant, concernant l'arachide, c'est exactement la même chose. 1 400 000 tonnes. Nos huiliers n'étaient pas préparés à prendre plus de 300 000 tonnes. On a eu 1 400 000 tonnes d'arachide comparé à 2012. Naturellement, tout cela, c'est le fruit du PRACAS, du programme d'accélération de la cadence de l'agriculture au Sénégal. Vous avez parlé de la population rurale. En 10 ans, il a pris des décrets d'avance, il a pensé à son confort, pas aux paysans ni aux populations au monde rural. Allez demander aux paysans de Niakhar, de Fongolemi, etc., du Sine, du Saloum, du Ferlo, si vraiment le PUDC est arrivé là-bas. Le PUDC est un programme du président Macky Sall où des pistes de production ont été construites. Je ne vais pas donner comme vous n'aimez pas les chiffres, mais ceux qui fréquentent ces pistes savent que ces pistes existent. C'est comme si les gens, quelqu'un qui habite Touba me dit que le président Macky Sall n'a rien fait, alors qu'il emprunte toujours, il a Touba. Voilà. La route, donc au niveau du PUDC, nous avons construit des pistes de production, l'électrification rurale qui est passée de 29% à presque 79%. Ça, c'est l'électrification rurale. Maintenant, on n'a plus besoin pour charger son téléphone portable de faire des kilomètres. Dans la plupart, il y a 13 000 villages au Sénégal. Donc, il y a combien de villages électrifiés? Chaque année, il y a 386 villages électrifiés. Avec cette cadence, vous faites le calcul. Ça, c'est au niveau de l'allègement de l'équipement des travaux domestiques chez les femmes. Par exemple, les moulins à 1000 sont disponibles dans la plupart des villages reculés du Sénégal. Et ça, et vous dites qu'il a pensé au confort. La bourse familiale et la couverture maladie universelle, les premiers bénéficiaires, naturellement, c'est le monde rural. Donc vous dites que ça, c'est parmi les filets sociaux. C'est-à-dire concernant justement le monde rural, c'est important, vous parlez de 13 000 villages et chaque année, c'est 386 qui sont électrifiés. Et quels sont, disons, dans un délai de 5 ans, votre objectif, si vous êtes bien naturellement élu? Oui, justement, je vais en venir. Oui. Je veux répondre sur les différents points qu'il a évoqués. Voilà, parce qu'au-delà de l'électrification rurale, il y a l'hydraulique rurale qui est très important comme segment, qui est très importante comme priorité. La campagne agricole de 2012, vous avez dit, il est arrivé en 2012, il a fait un décret d'avance. En 2012, on n'a rien trouvé. Même la campagne agricole de 2012 était budgétisée, mais l'argent n'était pas disponible. L'ancien régime l'avait utilisé pour sa campagne électorale. Donc c'est là où le président Macky Sall est allé en France.
et a obtenu 83 milliards pour faire face à cela et pour faire face aux charges que le plan Takkal avait induites dans la gestion du budget. Maintenant, vous avez parlé du terre et des routes. Oui, c'est le dernier point. Voilà, c'est le dernier point. Vous avez dit que les routes sont délabrées. Vous avez raison, depuis 1960 pratiquement, jusqu'en 2012, il n'y avait que 32 km d'autoroute. Le président Macky Sall a construit 225 km d'autoroute. Si vous ne sortez pas de Dakar, vous ne pouvez pas vous rendre compte de cela. Mais vous allez quand même voir la voie de dégagement nord qui vient d'être ouverte. Si vous dites que bon, on n'a rien fait pour les routes. On a travaillé pour les pistes de production pour acheminer naturellement on n'a pas fait comme tunnel de Soumbédioune et puis voilà. Non, on a commencé par les pistes de production pour que les productions des populations arrivent. Je pense que c'est le dernier point. Oui, c'est le dernier point justement. Sur l'éducation, l'éducation, un point précis que nous allons évoquer, que nous allons aborder, parce que quand même, ce sera d'ailleurs le prochain point. Ouais. Alors, Mamadou Lamine Dianté, justement, le monde rural, vous défendez ceux qui vivent dans le Sénégal des profondeurs. Vous leur promettez quoi? Si vous êtes aux affaires. Oui, mais nous, ce que nous leur promettons, c'est un développement à la base. Parce que nous, dans notre projet de société Jàmm ak Xéwal de Maître Madické Niang, nous considérons que le développement ne peut pas se faire à partir du sommet, mais c'est à partir de la base. Nous considérons qu'il faut aujourd'hui renforcer les communes. Renforcer les communes en leur donnant une dotation allant de 500 millions à 1,5 milliard, avec peut-être des traitements de faveur à certaines grandes communes donc au niveau des agglomérations. Nous considérons qu'aujourd'hui, il faut aller dans le sens de supprimer un certain nombre d'institutions budgétivores. Le ministre d'État Habib Sy me disait qu'avec 10 ans de présence au gouvernement, il n'a jamais assisté à une instance où il fallait examiner un seul avis du Conseil économique et social. Ah oui. Donc, c'est des institutions qui ont été créées pour caser une clientèle politique. Et nous, notre président ne sera pas un responsable de parti politique ou de coalition de partis politiques. Donc, il n'a pas besoin de recaser une clientèle politique. Donc, le Conseil économique et social... Si vous supprimez cette institution... On va les supprimer. Cet argent va servir à quoi? Justement, à financer le développement des zones rurales, mais également à l'emploi des jeunes et à l'entrepreneuriat des femmes. Parce qu'aujourd'hui, nous considérons qu'au-delà de ces institutions budgétivores, notamment le HCCT, la Commission nationale du dialogue des territoires, le Conseil économique, social et environnemental, donc aujourd'hui, nous avons une Assemblée nationale qu'il faudra repositionner dans le dispositif. Parce que nous ne parlons pas de séparation des pouvoirs. Ça, pour nous, c'est quelque chose qui est réglé. Mais on parle de rééquilibrer les pouvoirs judiciaires, législatifs et exécutifs. Alors, au niveau des terroirs, nous considérons que depuis leur érection, les conseils départementaux n'ont apporté rien de nouveau aux populations. Ce que nous considérons, c'est que le développement, il faut ramener, il faut faire un retour à la régionalisation. Donc, il faudra supprimer les conseils départementaux. Il faut même supprimer les postes de gouverneurs parce que depuis l'acte 3 de la décentralisation, pratiquement les gouverneurs n'ont pas grand-chose à faire. Oui. J'ai entendu un de vôtres dire on va créer des ministres régionaux. On va créer des ministères délégués auprès du premier ministre chargé du développement des régions. Par contre, j'ai entendu un président du conseil départemental qui était assis à votre place qui dit, alors quand il est devenu président conseil départemental, il a vu qu'il a plus de moyens que quand il était sous le régime de la région. Oui, mais en fait, vous savez, s'il a plus de moyens aujourd'hui, quel a été l'impact de ces moyens-là dans le développement de son département? Il ne peut pas le dire. C'est pourquoi nous disons que aujourd'hui, quand on parle de départementalisation, mais après il faut créer des pôles de, comment elle les appelle encore, des pôles économiques ou je ne sais quoi, c'est qu'en réalité c'était une simple volonté de remplacer ce que Abdoulaye avait fait ici. Or, aujourd'hui nous savons qu'au moment où on parle donc de grandes fédérations, si nous pensons que c'est au niveau des départements qu'il faudra
impulser le développement du Sénégal, mais on fait fausse route parce qu'en réalité aujourd'hui, l'acte 3 de la décentralisation, je crois que même les maires en souffrent terriblement en termes de fonds de dotation. C'est pourquoi nous considérons que il faut aller dans le sens de revoir ou de réviser totalement l'acte 3 de la décentralisation pour aller vers la régionalisation en supprimant les postes de gouverneurs dont certains pourraient même être nommés par le président de la République comme chef de l'exécutif régional en tant que ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de... Maintenant, ce que nous disons également, c'est que il faut pas faire comme Macky Sall. Je crois qu'il a donné des explications, mon ami Ndao, mais il n'a pas pu convaincre il n'a pas pu démontrer qu'ils ont atteint l'autosuffisance en riz jusqu'en 2019. Mais ce qui est clair, c'est que nous considérons que l'agriculture sénégalaise ne doit pas continuer à être tributaire de la pluviométrie. Il faudrait aujourd'hui que les gens puissent faire de l'agriculture 12 mois sur 12. Mais qu'on ne se contente pas également de vendre les produits, vendre de l'arachide, etc. Il faudrait aujourd'hui que nous puissions impulser ou promouvoir les PME, PMI pour que les produits agricoles puissent être transformés. Et avec leur transformation, non seulement on fera de l'industrialisation, ce qui n'est pas encore leur cas, depuis donc qu'ils ont commencé à parler du PSE, parce que même dans la mécanisation de l'agriculture, il était plus question d'importer des tracteurs, alors que si on doit aller vers l'industrialisation, il était plus réfléchi d'aller dans le sens donc de mettre en place des usines de montage des tracteurs pour que progressivement qu'on puisse aller vers les usines de construction de tracteurs. Bon, je crois que à ce niveau ils ont montré. Maintenant, pour ce qui concerne ce que j'ai dit, et je crois qu'il l'a pas démonté, c'est que quand le président Macky Sall est arrivé, il allait il cherchait les 86 milliards en France. Il en a tiré sa commission, ce sont les 8 milliards qu'il avait réclamés. Puis ensuite les 2 milliards, parce que les PUDC et autres là, c'est venu bien après. Donc il a pensé d'abord à lui, avant de penser aux populations. Et je voudrais également que, c'est vrai, si on parle, moi je connais un peu l'intérieur du pays, mais il faut dire que depuis 2 ans, parce que je ne suis plus peut-être aux responsabilités qui me permettaient de faire des voyages, mais je vais régulièrement à Kolda. Je ne connais pas de village de Kolda qui soit électrifié. L'accès à l'eau dans le milieu rural à Kolda, que je connais bien, est inexistant. Je me demande les pistes de production dont on parle, il n'y en a pas à Kolda. Moi j'ai fait j'ai fait des tournées à Kolda il y a 2 semaines, mais les mêmes pistes qui étaient là-bas, ce sont ces pistes-là. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Très bien. Alors, il faudrait aussi que s'ils ont fait des réalisations dans certaines régions, qu'ils n'oublient pas quand même Kolda, parce que ça fait partie du Sénégal. Vous plaidez pour votre localité. Merci. Je rappelle que vous suivez Espace Politique qui reçoit aujourd'hui Mamadou Lamine Dianté de la coalition Madické président et Habib Ndao de la coalition Benno Bokk Yakaar. Alors, l'éducation va forcément s'inviter dans cette émission parce qu'on a un grand syndicaliste dans ce studio. Habib Ndao, le bilan de Macky Sall dans ce domaine. Je sais que vous avez des choses à repréciser, mais je vais vous le permettre quand même en 1 minute et puis on aborde la question de l'éducation. Très bien, en 1 minute pour les routes. Il a dit tout à l'heure que les routes étaient chaotiques. Donc, et chaotiques. Oui, hein? Chez moi, dans la région de Tamba. Oui, il dit qu'il ne voit pas toutes ces pistes dont on parle. Je commence par lui dire que les routes, la réhabilitation de l'axe Fatick-Kaolack, les routes Dakar-Somone, etc., le prolongement de l'autoroute à péage, les voies de dégagement nord, Touba, toute la ceinture de Touba, toutes ces routes qui ont été plus ou moins réhabilitées, l'axe Dakar, Touba, Dara, etc. Donc il y a 1358 kilomètres de route qui ont été ajoutés depuis. Donc peut-être si vous dites qu'au niveau de Kolda, je n'ai pas les chiffres exacts, je ne veux pas m'avancer sur des choses qui ne sont pas vérifiées et vérifiables. Sur Kolda, s'il n'y a pas l'arrivée du PUDC, ça m'étonnerait. Mais je vous donnerai les informations maintenant en venant sur le bilan au niveau de l'éducation. Le président Macky Sall, qui a toujours eu une démarche inclusive, a d'abord proposé ce qu'on appelle la concertation sur l'éducation, sur l'enseignement supérieur de l'éducation. C'était pour pointer du doigt les goulots d'étranglement
et essayer de voir si en profondeur on pouvait réformer le système hérité de la colonisation en ce qui concerne l'éducation nationale. Et puis ensuite, il est allé plus loin. Maintenant, au niveau des accords qu'il a trouvés ici, les accords avec les syndicats ont gonflé la masse salariale. En 2012, on était à peu près plus de 400 milliards de salaires pour 91 000 fonctionnaires. En 2017, en 2018, on est à 135 000 fonctionnaires avec une masse salariale de plus de 800 milliards. Ce gonflement de cette masse salariale est surtout dû aux accords qui étaient antérieurs à la venue du président Macky Sall au pouvoir et dû à justement une prise en charge des accords avec une prise en charge des accords avec les syndicats de l'éducation nationale et de la santé en plus. Ça nous a causé un problème parce que actuellement le poste le plus important au niveau du budget, c'est justement les charges salariales parce qu'il y a eu l'intégration universelle. C'est-à-dire tous les vacataires qui étaient là, pratiquement, ils ont vu leur régime changer. C'est-à-dire ils deviennent maintenant des fonctionnaires avec une implication financière considérable. Il a parlé, ça c'est au niveau de ce que le président de Macky Sall a fait sur l'éducation, dans l'éducation, une partie de ce qu'il a fait. Je ne parle pas de la construction des universités qui sont en cours. On a ce problème parce que là, l'université Amadou Mahtar Mbow a été confiée à Big Togo. Il n'a pas rempli il a eu des problèmes avec sa banque, la Bank of Africa, qui a stoppé, la Banque Atlantique, pardon, qui a stoppé le financement. On trouve quelqu'un d'autre. L'université El Hadji Ibrahima Niasse a ouvert ses portes. Il y a eu l'augmentation du nombre de lits chez les étudiants. Il y a eu la revalorisation des bourses d'étudiants. Et une meilleure prise en compte des étudiants sénégalais qui sont à l'étranger, notamment en Amérique du Nord. Tout ça, c'est les points positifs. Mais il y a quand même des points négatifs. Toute cette série de grèves durant le règne de Macky Sall. Il y a toujours des grèves avec des accords du monde signés, mais que les enseignants disent non respectés. Oui, les accords ont été respectés. Pas tous les accords. Je suis à peu près sûr qu'il y aura mais sur les 38, je pense qu'il y a eu 38 points, le gouvernement est tombé d'accord avec les enseignants, oui. Avec les enseignants sur la majeure partie. Je ne maîtrise pas trop bien ce dossier, mais toujours est-il que les mérites d'un homme ne se mesurent pas uniquement aux résultats, mais aux efforts fournis. Tous les efforts que le président Macky Sall a fournis pour l'éducation nationale, pour l'enseignement supérieur, pour la revalorisation de la bourse des étudiants, la baisse des tickets, etc., etc. Oui. Bon, il y a eu malheureusement cette mort d'homme, mais n'empêche que ça va dans la droite ligne de sa volonté de mettre en place des filets sociaux. Les bacheliers non orientés, il a pris sur lui-même, il n'y avait aucune obligation légale, il n'y avait aucune grève il a pris sur lui-même de les orienter dans les établissements publics, dans les établissements privés, avec la prise en charge de l'État. Et pour votre information, sachez que depuis que ce programme a été mis en œuvre, 31 milliards ont été déjà payés aux établissements privés. À qui l'État doit encore de l'argent? Oui, parce que le nombre augmente. Évidemment, ce n'était pas prévu pour le nombre actuel d'étudiants, mais on assume. Et très bien. La dette ne veut pas dire que vous allez vous arrêter dans cette politique. Exact, voilà. Très bien. Alors, Mamadou Lamine Dianté, ce sera la dernière intervention. C'est sur l'éducation, le bilan de Macky Sall et ce que vous comptez faire aussi, parce que c'est important. Il ne s'agit pas de critiquer, mais aussi de proposer. Le bilan de Macky Sall est catastrophique à tout point de vue pour ce qui concerne le volet éducation. Parce que depuis 5 ans, Antoine, la carte scolaire n'a pas été élargie. Ce sont les mêmes écoles qui sont là. Il n'y a pas de création de nouvelles écoles. On a bloqué systématiquement l'élargissement de la carte scolaire sous le prétexte fallacieux de la résolution des abris provisoires.
il vaut mieux que les élèves soient dans des abris provisoires, mais qu'ils aillent à l'école quand même plutôt que d'être dans la rue. Récemment, il y a une étude qui a été faite qui a montré que 1 500 000 enfants sénégalais en âge de scolarité courent encore dans les rues. C'est catastrophique. C'est pourquoi aujourd'hui, à tout bout de champ, à tout coin de rue, on trouve une école privée qui reçoit des élèves parce que la demande est là. On refuse systématiquement d'ouvrir des écoles. Alors, vous savez, les accords avec le gouvernement, avec les syndicats d'enseignants, parce que j'ai conduit ces négociations depuis 2012. Quand Macky Sall est arrivé au pouvoir, j'étais le coordonnateur du grand cadre des syndicats de l'enseignement. Pour la première fois, il a rompu, il a foulé au pied le principe de continuité de l'État en nous demandant de négocier des accords déjà stabilisés avec le gouvernement du Sénégal, qui demandaient à être appliqués. Ce que vous avez accepté. Nous avons accepté par patriotisme. Nous avons signé un protocole d'accord le 17 février 2014 avec un échéancier clair. Le ministre de la fonction publique qui était là est sorti en disant aux Sénégalais et à l'opinion internationale que pour la première fois le gouvernement du Sénégal vient de signer des accords réalistes et réalisables. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les enseignants courent encore derrière le respect de ces accords-là. La signature d'un nouveau protocole d'accord l'année dernière n'était qu'une farce, parce qu'en réalité il ne s'agissait ni plus ni moins que du protocole d'accord du 17 février 2014, qui a été d'ailleurs revu à la baisse par rapport aux prétentions des enseignants par le passé. Là où nous demandions à ce que le système de rémunération soit corrigé, le gouvernement se contente simplement d'accorder 40 000 francs de plus aux enseignants, étalés sur 3 ans. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Nous considérons aujourd'hui que la CNAES, autant pour moi, la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, tout comme les assises de l'éducation et de la formation, qui ont livré des recommandations hautement importantes pour changer radicalement la donne au niveau du système éducatif sénégalais, ont vu ces recommandations-là rangées sous le boisseau. Et pourtant, c'était une commande de Macky Sall. Évidemment, il n'est pas à ses débuts. Il l'a fait avec beaucoup d'autres réformes qu'il a commanditées qui n'ont pas connu de suite. Mais nous considérons qu'aujourd'hui, nous, pour notre programme Jam ak Xewal avec Maître Madické Niang, il faut essayer de mettre en application ces recommandations qui ont été formulées. Principalement, nous avons tous eu à le constater pour ne pas s'en réjouir, que l'essentiel de nos bacheliers ont un profil littéraire. Et très peu, environ un peu moins de 30%, ont un profil scientifique. L'enseignement technique et la formation professionnelle qui doit nous permettre d'avoir des cadres d'un certain niveau a été complètement marginalisé. Nous considérons qu'aujourd'hui, il faut, comme le dit Maître Madické Niang, il faut inverser la courbe. Faire en sorte que nous puissions avoir plus d'élèves avec un profil scientifique et technique, tout en ne mettant pas en marge les lettres et les sciences humaines, parce qu'elles sont tout aussi importantes. Oui. Alors, il faudrait c'est pourquoi nous considérons qu'il faut aller dans le sens de proposer aux Sénégalais une nouvelle loi d'orientation. Parce que l'ancienne, quand même... Sur l'éducation. Oui. Cette nouvelle loi d'orientation aura 2 axes majeurs. Le renforcement ou la promotion de l'enseignement des sciences, des technologies, de l'innovation et des mathématiques, et, pour donc les élèves jusqu'en classe de terminale, mais à l'université, insister davantage sur la recherche et l'innovation, mais aussi intégrer le plus précocement possible les langues nationales. Parce que ça, les études ont fini de montrer que quand on apprend à un enfant dans sa langue maternelle, oui, donc il comprend mieux et tous les pays qui se sont développés, voilà. Mais ils sont développés avec leur langue. Il faut également repositionner l'enseignement technique et la formation professionnelle dans le dispositif en faisant en sorte que les filières techniques soit des sortes de bretelles pour les sorties des lycées d'enseignement général, mais également des daara. Il faut intégrer aujourd'hui cela. Nous devons considérer également qu'aujourd'hui, parce que des études l'ont montré, que depuis 2014, l'éducation est financée davantage par les ménages. Ça, même les organisations de la société civile actives en éducation n'ont cesse de le dénoncer. Il faut aller dans le sens de soulager. Pourtant, Antoine, il y a une loi. C'est la loi 2004-37 qui avait instauré l'obligation scolaire de 10 ans, qui dit clairement que jusqu'en 3e, l'éducation doit être
obligatoire et gratuite. Et on sait qu'aujourd'hui, les familles continuent à... De toutes les façons, vous avez... Nous considérons que, pour terminer, nous considérons qu'il faut, à défaut d'augmenter les 40% du budget alloué à l'éducation par Abdoulaye Wade, au moins ramener cela et généraliser les bourses et les aides au niveau de l'université avec un traitement spécial pour les filières scientifiques. Je vois votre vis-à-vis lever le doigt. Je vais vous accorder quand même 30 secondes parce que nous sommes au terme de cette émission. D'accord. Oui. 30 secondes. 30 secondes. Oui. J'ai un problème avec la bande des 4. Le président Macky Sall face à la bande des 4. Ils ont des programmes. La plupart de ces programmes sont plus ou moins une pâle copie du PSE. Et les rares fois où ils se démarquent, ça devient médiocre. Je vais vous expliquer pourquoi. Ils veulent tous, par exemple, le président Madické veut mettre 500 millions par commune. Où est-ce qu'ils vont trouver ces sources de financement? Ils ne le disent pas avec précision. Il y a des niches le président il dit 2 milliards par commune. Oui. Vous savez, les Sénégalais écoutent et ils savent que avoir un programme, c'est facile, mais avoir un programme réalisable et crédible vis-à-vis des bailleurs de fonds, c'est ça le grand problème. Vous avez des niches? Oui, il y a des niches. Et puis, nous savons qu'aujourd'hui, dans les impôts qui sont collectés, avec les exonérations autres là, plus de la moitié des imposables ne payent pas l'impôt. C'est faisable. Merci Mamadou Lamine Dianté de la coalition Madické Président. Merci également à Habib Ndao de la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est fini pour Espace Politique aujourd'hui. Au micro, Antoine Diouf, à la technique Pierre Dieng, à la vidéo Sega Diouf et Sele Diallo, mais également Moumon. Restez à l'écoute des programmes de la 90.3. Oui, c'est bien cela. Vous avez rendez-vous avec la rédaction pour un tour des régions avec nos envoyés spéciaux et autres correspondants. Excellent après-midi en compagnie donc de iRadio. Merci.